Le président de la Fédération française du bâtiment est mon invité ce matin. Bonjour Jacques Chanu. Bonjour. Fin mars, il y a eu un accord sur l'Unédic entre les partenaires sociaux qui prévoyait notamment aucune taxation sur les contrats courts en échange d'une cotisation supplémentaire de 0,05%. Suite à cet accord, vous avez annoncé votre démission du bureau du pôle social du MEDEF. On recevait Alexandre Sobo, le président de l'Unédic, vendredi sur ce plateau dans cette émission. Je vous repose exactement la même question. La guerre de succession à Pierre Gattaz est-elle en cours? De mon côté, certainement pas, parce que je ne suis pas candidat à la succession de Pierre Gattaz. De votre côté seulement? C'est intéressant étant donné que je suis président de la Fédération française du bâtiment, récemment renouvelé, encore pour 3 ans. Donc ce n'est pas un problème de succession, c'est un problème de principe. Comment une organisation patronale peut décemment accepter que pour solutionner quelques mois ou quelques années, soi-disant, pour rechercher une économie qui aura lieu dans 3 ans, une taxation supplémentaire de 0,05%. Voilà, il y a un différend de fond. Nous ne pouvons pas accepter cette taxation supplémentaire dans le contexte actuel. Et puis, il y a un problème de méthode, parce que, par exemple, cette taxation supplémentaire, nous l'avions appris par votre journal, par les Échos, quelques jours avant. Bien avant, évidemment, là aussi, que le bureau du pôle social en soit informé. Donc, étant donné que au MEDEF, vous, président de la Fédération française du bâtiment, vous avez découvert cette hausse de cette cotisation temporaire dans le journal, comme tout le monde. Absolument. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème là aussi de méthode et d'information des principales branches, tout du moins au sein du MEDEF. Donc, étant donné que le bureau du pôle social ne semblait pas avoir d'importance, eh ben, écoutez, j'ai préféré consacrer du temps plus à la défense de mes adhérents que dans ce type de réunion. Et doit-on ou peut-on parler d'un coup de force en interne au MEDEF entre différentes forces qui peuvent s'opposer? Non, il n'y a pas eu de coup de force. Il y a eu simplement des échanges, un dialogue entre les uns et les autres assez serein derrière. Simplement, on ne peut pas dire qu'il y a eu unanimité au sein du MEDEF pour cette décision. C'est pour ça que nous étions un certain nombre à être opposés. Et pour ma part, j'ai fait part de ma désapprobation par cette démission du bureau du pôle social, qui d'ailleurs n'a pas grande importance de ce que j'ai vu de la réaction d'Alexandre Sobo. Juste dernière question sur le sujet, c'est plus 0,05% de cotisation temporaire. Quels sont les secteurs qui, au MEDEF, sont les gagnants et les perdants? On parle de temporaire. Donc, je reprends la dénomination officielle. On parle de temporaire pour donc une cotisation supplémentaire de 270 millions d'euros par an pour les entreprises, pour un régime qui a 32 ou 33 milliards de dettes, de déficit. C'est quoi, c'est une goutte d'eau, vous nous dites? Donc simplement, lorsqu'on parle de temporaire alors qu'il y a 30 milliards de déficit, je n'y crois pas une demi-seconde. Et du coup, alors quels sont les secteurs gagnants ou perdants de cette cotisation alors? Il y a un certain nombre de secteurs qui se sont sentis stigmatisés ou qui sont plus concernés que d'autres. En fait, tous les gros secteurs à forte main-d'œuvre. Et puis, c'est aussi un peu plus spécifique comme lié aux services ou l'hôtellerie-restauration. Allez, on va parler un petit peu du bâtiment. Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. Donc, je rappelle, un des sujets qui fait notamment débat dans cette campagne présidentielle, c'est le statut de travailleur détaché. Il en a été beaucoup question lors du deuxième débat entre les 11 candidats, dont la plupart veulent le remettre en cause. Vous, qui travaillez dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de travailleurs détachés, 27% selon les chiffres d'une étude. Aujourd'hui, quand vous les entendez, ces candidats, vous répondez quoi? Ça vous inspire quoi? D'abord, bien sûr, il y a une exploitation un peu politicienne en ce moment du statut du travailleur détaché pour expliquer un certain nombre de positions vis-à-vis de l'Europe. Nous, la position est très claire. Le travail détaché existe, il y a une directive européenne qui existe, on demande simplement sa stricte application en France. Et ça, c'est de la seule responsabilité de la France. C'est-à-dire qu'il y ait des contrôles et des sanctions lorsqu'il y a fraude. La fraude, elle est de 2 types. Non-déclaration ou dépassement d'heures avec non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, des règles sociales et d'hygiène et de sécurité. Ça, c'est de la responsabilité de l'État français. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait plus de contrôle, plus de sanctions, et donc que la directive s'applique strictement. La modification de celle-ci est un débat qui va être long, qui est un temps politique qui va être forcément long. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà l'application stricte de celle-ci dans le délai court, c'est-à-dire maintenant, pour éviter toutes les dérives. Donc déjà, vous dites, appliquons déjà la loi telle qu'elle est. Absolument. Emmanuel Macron propose par exemple une carte professionnelle qui fasse
faciliterait les contrôles. On entend également ce débat sur la clause Molière, c'est-à-dire l'usage de la langue française sur les chantiers. Aujourd'hui, ces mesures, c'est quoi? C'est du débat ou c'est efficace, c'est utile? Voilà. Non, la carte d'identification professionnelle que nous demandions depuis un certain nombre d'années permet de distinguer ceux qui sont déclarés de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire facilite les contrôles. Mais ce qui est demandé derrière par un certain nombre lié à la clause Molière est simplement la deuxième partie du sujet du détachement, c'est l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur un chantier. Or, lorsque vous ne comprenez pas un mot de français, qui doit rester la langue commune sur un chantier, parce que vous avez des gens de toutes origines, mais depuis toujours sur les chantiers, des gens qui sont d'ailleurs en CDI, en CDD, en détachement ou en intérim, qu'importe. Mais si vous voulez, le socle commun, c'est cette capacité de se comprendre quant aux règles, bien sûr techniques, de transmission technique, mais surtout de sécurité. Ce qui est plutôt une bonne chose, me semble-t-il, de l'imposer. Imposer quoi? C'est imposer qu'avant qu'il y ait le détachement, dans le pays d'origine, s'il y ait ces quelques rudiments de français et des termes techniques pour pouvoir être en capacité de travailler sur un chantier. Un ouvrier du bâtiment, c'est pas que deux bras, c'est aussi un cerveau. Donc à tous ceux qui se moquent de la recherche de cette sécurité par la compréhension de la langue, je trouve qu'il y a un côté méprisant par rapport à nos métiers, à nos compagnons, qui est difficilement accepté sur nos chantiers. D'un point de vue économique, Jacques Chanu, que représente le travail détaché dans votre secteur? Je lisais un rapport donc, de la Commission de lutte contre le travail illégal qui fournissait quelques chiffres. 285 025 travailleurs détachés en 2015, dont 27% dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, quelle est l'importance pour vous en termes de conséquences économiques de ce statut? En quoi est-il important dans votre secteur? On pense qu'il y en a pratiquement autant non déclarés. Donc vous voyez que c'est quand même un phénomène important. Autant non déclarés que les chiffres qu'on vient de donner? Évidemment, par essence, il n'y a pas de statistiques sur les non déclarés. Donc c'est un vrai sujet de pouvoir combattre ce fléau de la fraude liée au détachement. Maintenant, le détachement peut être une réponse, si vous voulez, à par exemple une hausse d'activité ou à une spécificité technique particulière. Là-dessus, ça ne nous pose aucun problème. Ce qu'il faut vraiment, c'est que la règle qui, quand même, entraîne des surcoûts importants pour lorsque vous avez quelqu'un en détachement, sur l'hébergement, sur la restauration, sur le paiement des trajets entre le pays d'origine et le pays d'accueil, fait que logiquement, le différentiel au final devrait être très faible, entre 7 et 10%. C'est-à-dire dans un environnement de concurrence normal. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que vous avez tout un tas d'officines qui vous proposent des travailleurs détachés à moitié ou quart de prix. Et c'est là où il y a une fraude manifeste et caractérisée. Et c'est là-dessus où il faut, me semble-t-il, que l'État mette vraiment les moyens de pouvoir le contrôler, l'endiguer et donc éradiquer ce système qui, en fait, crée une concurrence déloyale et perturbe complètement le modèle économique et social du bâtiment dans notre pays. Allez, dernier sujet, Jacques Chanu, pour conclure cette interview. Je lisais dans les Échos 463 000 permis de construire de mars 2016 à février 2017. C'est pas si loin, finalement, de l'objectif qu'avait fixé François Hollande en 2012, lors de sa campagne présidentielle. Finalement, tout va bien pour vous, non ? Écoutez, enfin, il semblerait que les mesures que nous avions réclamées depuis 5 ans et qui n'ont été prises qu'il y a 2 ans et demi commencent à porter leurs fruits. Oui, lorsque vous avez un prêt à taux zéro qui permet à beaucoup de jeunes de pouvoir enfin accéder à la propriété et bien calibré, eh bien ça marche. Lorsque vous avez un dispositif de défiscalisation immobilière, la loi Pinel, qui est bien calibré, eh bien ça marche. Lorsque vous avez un discours plutôt positif quant à l'immobilier, eh bien les gens réinvestissent dans l'immobilier, font des travaux. Quand vous avez des crédits d'impôt sur la transition énergétique à 30%, bah oui, ça marche. Les candidats, vous leur dites quoi? Surtout changez rien Ne changez pas ce qui fonctionne, consacrez-vous à tous les sujets où il y a beaucoup de choses à faire. On est un tout petit peu inquiet sur la stigmatisation de l'immobilier lié à l'ISF qui serait maintenu que sur cette partie-là, y compris pour les résidences secondaires, les résidences principales. Non, l'immobilier n'est pas un actif improductif économiquement pour notre pays. Simplement rappeler qu'un logement, c'est 2 emplois. Merci Jacques Chanu, je rappelle, président de la Fédération française du bâtiment.